Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, le grand débat. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet complexe, les contentieux de masse. Ces procédures soulèvent des enjeux juridiques, financiers et réputationnels majeurs. Comment les entreprises peuvent-elles anticiper ces risques avant qu'ils deviennent explosifs? Et une fois le contentieux lancé, comment structurer une réponse juridique efficace sans compromettre son image? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Gabriel Luc, directeur juridique concurrence et réglementation chez Orange. Bonjour Gabriel. Bonjour Arnaud. Également sur notre plateau, Julie Catala-Marty, associée chez BCLP. Bonjour Julie. Bonjour Arnaud. Et enfin, pour compléter ce panel, Antoine Lercher, analyste litigation chez IVO Capital Partners. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Dans notre émission, nous allons nous intéresser aux enjeux juridiques, poser les bases. Ce sera dans notre première partie, grand angle. Ensuite, dans notre débat, nous nous intéresserons aux stratégies d'anticipation, de financement, de défense et de communication. Et enfin, dans notre cas pratique, on illustrera de manière concrète les mécanismes en jeu. Voilà pour le sommaire. Lex Inside, le grand débat, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside, le grand débat. On va commencer par notre grand angle pour définir un peu les bases de nos échanges, voir les différentes formes de contentieux de masse, les enjeux juridiques, réputationnels et financiers. On va s'intéresser tout d'abord avec vous, Julie Catala-Marty, au contentieux de masse, définir le cadre et d'abord savoir de quoi s'agit-il. Donc, qu'est-ce qu'un contentieux de masse, Julie? De quoi on parle? Alors, les contentieux de masse, c'est tout simplement des contentieux dans lesquels un grand nombre de plaignants saisit la justice. Alors, la justice peut être saisie de façon conjointe, on va parler d'actions collectives, ou bien dans le cadre de différentes actions individuelles, si les plaignants introduisent plusieurs actions individuelles dans un laps de temps assez court. Et donc, on va parler d'actions de masse. Alors, pour aller un peu plus loin, maintenant qu'on connaît ce qu'est un contentieux de masse, quels sont les principaux défis juridiques que posent ces contentieux de masse? Alors, en matière de concurrence, vous avez deux types de contentieux de masse. Vous avez les class actions, les actions de groupe, et les actions indemnitaires en droit de la concurrence. Alors, les actions de groupe, ces deux types d'actions sont très différentes dans leur mécanisme. Les actions de groupe, en fait, elles permettent à un certain nombre de plaignants de se regrouper, d'agir en même temps. Donc, il y a une seule action qui est intentée par l'intermédiaire d'une association agréée pour ce faire. Et on est là devant le tribunal judiciaire de Paris. Donc ça, c'est le premier type d'action de masse, l'action collective, l'action de groupe. Deuxième type d'action, les actions indemnitaires, les follow-on actions, qui sont des actions en réparation d'un préjudice anticoncurrentiel et qui sont des actions individuelles. Il y a autant d'actions individuelles qu'il y a de plaignants et on va parler d'actions de masse lorsque le nombre de plaignants est important. Et ces deux types d'actions, ce sont des follow-on actions. Alors, vous me parliez des défis. Donc, le principal défi, c'est le défi de la gestion du temps. Gestion du temps, parce que donc follow-on action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des actions qui interviennent à la suite d'une décision d'une autorité de concurrence qui va sanctionner des pratiques et une décision devenue définitive. Ça veut dire qu'il faut une décision avant de faire un recours. Exactement. Donc, premier défi, la gestion du temps. On est sur un temps long. Gestion du temps, ça veut dire gestion des éléments de preuve, ce type de choses-là. Donc ça, c'est un défi qui va préoccuper les uns et les autres, à la fois dans les class actions et les actions de groupe. En matière d'action de groupe, il y a tout un tas d'autres défis. La meilleure preuve, c'est qu'en matière de droit de la concurrence, il n'y a jamais eu aucune action de groupe. C'est bien que ce type d'action présente des difficultés. Alors, des difficultés liées à la constitution du groupe, tout simplement. Comment ce groupe va être constitué, comment les consommateurs ou les entreprises vont adhérer au groupe, puisqu'on est dans un système d'opt-in. Des défis aussi liés à l'évaluation du préjudice.
qui est importante. Voilà pour l'action de groupe. Et en matière d'action indemnitaire, alors les choses sont un peu différentes. On a une directive, la directive dommages de 2014, qui a voulu faciliter ce type d'action. Donc, on pourrait se dire que les défis sont moins nombreux. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. Ce type Pourquoi? d'action ouais, reste difficile parce que c'est une action qui... donc, les présomptions vont faciliter la démonstration de la faute. Mais pour autant, le débat ne va pas être facilité sur d'autres éléments comme le préjudice. Donc, c'est un type de contentieux dans lequel l'évaluation du préjudice est fondamentale. L'analyse économique est fondamentale. Et donc, le défi, c'est d'arriver à concilier des expertises techniques, économiques, et de faciliter la compréhension du juge. Donc, je pense que c'est le défi principal qui s'accompagne d'un défi évidemment lié à la collecte de la preuve. Et donc, c'est des contentieux dans lesquels les incidents de procédure sont nombreux, ce qui va rajouter encore du temps au temps et voilà, et ajouter une difficulté On complémentaire. voit que les défis juridiques sont nombreux. Je vais m'adresser à vous, Gabriel, sur un autre aspect qui est important. Au-delà des enjeux juridiques, il y a aussi les risques réputationnels. Concrètement, comment une entreprise appréhende cet enjeu de réputation de l'image sur ce type de contentieux de masse? Alors, comme Julie l'a dit, c'est des contentieux qui ont une durée très très longue. Donc, vous allez vivre avec ces contentieux-là pendant plusieurs années et avec des phénomènes de réitération sur la médiatisation. C'est-à-dire que vous avez un premier effet qui est un effet de sidération, avec une première bulle médiatique sur laquelle il faut réagir ou ne pas réagir, en tout cas savoir comment se positionner. Et on peut voir d'ailleurs que des entreprises ont pu faire quelques faux pas dans le démarrage, puisque certaines contestent, puis après reviennent dessus pour assumer la faute. Et on voit que ce début peut être aussi un problème sur l'image qu'a l'entreprise face à ces contentieux-là. Donc c'est un premier risque. Alors c'est des contentieux qui sont exceptionnels. Donc se préparer, déjà, c'est un défi en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette pour se préparer, puisque ça dépend de la typologie de contentieux Du contexte. et du contexte et de la manière dont vous allez réagir. Il peut y avoir un contentieux qui impacte l'ensemble d'un secteur, un contentieux qui vous impacte spécifiquement, et donc il faut réagir. Et n'oublions pas que c'est des contentieux qui ont des effets systémiques et qui ont des effets parfois sur la survie d'une entreprise. Enfin, on l'a vu avec l'entreprise Takata et les airbags. On le voit avec Volkswagen. Regardez aujourd'hui l'image de Volkswagen suite à l'affaire qu'il y a Au eu Dieselgate. au Dieselgate. Elle est encore relativement désastreuse. Et pour vous donner un exemple, c'est une affaire qui a 10 ans. Bah, regardez, on a un arrêt de cour de cassation, 24 septembre 2025. Ça relance l'affaire puisque un plaignant a obtenu la résolution du contrat, en tout cas la reconnaissance qu'il était légitime de la demander. Donc ça revient 10 ans après. 10 ans après, et ce que l'on dit, c'est que cette décision de cassation va relancer les contentieux. Et donc, ça veut dire que vous vivez après 10 ans sur un contentieux qui est relancé. Donc, c'est ça, la gestion de la médiatisation, et c'est un vrai enjeu parce que on peut choisir de le faire à bas bruit, mais ne pas l'affronter, c'est refuser d'affronter quelque chose avec lequel vous allez devoir vivre pendant plusieurs années. Donc, il vaut mieux avoir une stratégie, la définir et vivre avec et s'y tenir. Alors, on a vu qu'il y a des enjeux juridiques, réputationnels, mais aussi des enjeux financiers, Alexandre, puisque ces procédures sont longues et coûteuses. Concrètement, comment on finance ce type d'action? Alors, tout à fait, je pense que le point commun entre ces deux types de procédures que présentait Julie, c'est effectivement la grosse difficulté, c'est le coût qu'elles engendrent, puisque vous l'avez tous bien expliqué, c'est des procédures qui sont longues, donc il faut pouvoir faire travailler les cabinets d'avocats, les experts économiques sur l'évaluation du préjudice. Et le travail de tous ces experts, il a un coût qui est important. Le financeur de contentieux, donc, il va intervenir pour venir aider les plaignants à pouvoir monter leur action, que ce soit l'action de groupe ou l'action individuelle. Nous, on va intervenir plus souvent une fois que la décision de l'autorité, donc de la concurrence, est devenue définitive. Donc, pour nous, le temps de l'action est un petit peu moins long que pour l'entreprise en défense. Et donc, une fois que l'autorité a rendu sa décision et qu'elle est définitive, à ce moment-là, le financeur va soit être contacté par une entreprise de manière individuelle ou par une association qui va vouloir qu'on les soutienne et qu'on les aide financièrement pour à la fois faire l'agrégation des plaignants, c'est-à-dire leur permettre
de pouvoir aller contacter les personnes qui vont constituer la classe, ou alors simplement payer les frais les honoraires des avocats et les frais des experts pour pouvoir identifier les postes de préjudice avec précision. On a une fourchette de coûts de ce type d'action? Alors en France, pas encore, sur les actions de groupe, parce que comme le disait Julie, il y en a pas encore eu. Sur les actions qu'on a, par exemple aux Pays-Bas, qui est une juridiction qui est un petit peu plus développée sur ce type d'action, on est sur des actions qui vont avoir des budgets d'environ, entre 2 et 2,5 millions d'euros à peu près. D'accord. On en a fini pour cette première partie. On a posé le cadre du débat qui va se poursuivre dans un instant. On poursuit ce Lex Inside, le grand débat. Nous allons explorer ensemble les stratégies d'anticipation, de défense, de financement et de communication face à ces contentieux de masse. Et on va tout de suite débuter avec vous, Gabriel, cette deuxième partie pour savoir comment on peut anticiper ce type de risque. Alors concrètement, comment une direction juridique peut anticiper un contentieux de masse? Alors, il y a 2 cas de figure. Comme l'a rappelé Julie, on a 2 types de contentieux. La class action qui va émerger sur un problème qui était pas détectable, cas du Dieselgate pour Volkswagen, ou un problème qui est lié à un souci du secteur. Et puis, on a le contentieux dit de follow-on, qui est le contentieux concurrence. Celui-là, on le voit un peu arriver quand même, puisque normalement, vous avez vécu devant l'autorité de la concurrence avec une procédure qui a déjà été longue. Donc, vous avez eu le temps de la voir émerger. Après, ça ne veut pas dire qu'on connaît les griefs très tôt dans le dossier, on les connaît à la fin, mais on est capable d'imaginer ce que va être ou ce que vont être les contentieux indemnitaires. Donc là, on peut s'organiser et évidemment, on a eu déjà une équipe qui est celle qui a travaillé sur le contentieux concurrentiel, donc avec les avocats, avec les économistes. Ça permet déjà de s'organiser sur les contentieux de follow-on. Les contentieux qui sont plus exceptionnels, non pas que les contentieux concurrents soient pas exceptionnels, mais les contentieux que vous ne voyez pas émerger, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il y a un effet de découverte. C'est quel type de contentieux? Alors, typiquement, moi, si je prends le secteur des télécommunications, on a eu un contentieux où on a eu une plainte de 400 demandeurs qui estimaient subir un préjudice individuel de santé lié à la 5G. Donc, on découvre ça, et qui d'ailleurs est médiatisé immédiatement, puisque c'est aussi une stratégie des gens qui montent ce type de dossier, qui est de dire voilà, il y a un problème de santé publique, c'est très grave, et donc là vous découvrez. Et donc vous découvrez aussi des arguments qui sont parfois un peu étonnants, et auxquels vous devez réagir. Typiquement, la 5G permet d'observer tout le monde, la 5G va avoir des problèmes sur la santé qui n'ont pas été analysés par les autorités. Donc tout ça, il faut y réagir et il faut réfléchir avec des arguments qui sont des arguments non pas de mépris, mais des arguments solides, et il faut les structurer. Et tout ça, vous allez le découvrir. Deuxième point, c'est mobiliser, parce que quand il y a des class action, vous avez des multiples demandeurs. Il faut regarder d'où ils sont. Donc, typiquement, sur la 5G, vous avez des demandeurs qui disent « j'ai été victime d'un problème de santé lié à la 5G ». Simplement, vous avez donc plusieurs plaignants. Et vous regardez les plaignants. Et si vous avez 400, 500 plaignants, vous allez regarder, vous regardez les adresses. Et typiquement, sur le contentieux 5G, on s'est aperçu qu'une bonne partie des plaignants ne vivaient pas en France. Et donc, ils ne sont pas du tout éligibles à ce type de demande. D'accord. Et même ce type de demande peut apparaître totalement non crédible, justement, de ce simple fait. Donc une première partie, si je comprends bien, c'est un peu auditer le dossier, c'est ça? Alors, c'est le tamiser, c'est-à-dire que l'auditer, regarder très concrètement, et pour ça, il faut le centraliser. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une tour de contrôle au sein d'une direction juridique, c'est-à-dire qu'un coordonnateur ou une équipe qui coordonne et qui va coordonner avec probablement plusieurs directions juridiques aussi, si vous êtes un grand groupe et que vous avez différentes spécialisations. Donc, Un groupe comme Orange, c'est une équipe de combien pour avoir une idée? Alors, quand on parle de concurrence, ça va être mon équipe qui est la direction juridique concurrence, sur laquelle on va être une dizaine de personnes, et je vais spécialiser un certain nombre de personnes dans mon équipe dessus. Donc, on va prendre une team de 4-5 personnes qui va regarder avec les avocats et qui va travailler dessus, et puis avec les économistes. Et on va s'appuyer sur des experts. Et donc, c'est un travail de groupe, c'est un travail qui est très collectif, ce type de contentieux. Et comme c'est un travail collectif, mais de long terme, il faut faire attention à la mémoire dans ce type de dossier, c'est-à-dire bien archiver,
bien conserver les dossiers parce que sur 10 ans, vous allez avoir des gens qui vont pourraient se bouger. perdre. Même au sein d'une direction juridique, les choses peuvent bouger. Donc il faut bien s'assurer qu'on archive, qu'on a bien l'historique de la doctrine, l'historique des données et l'historique de tout ce que l'on a défendu pendant toute la période. Et ça, c'est un élément extrêmement important du débat. Vous utilisez des outils pour justement avoir l'historique, pour partager au sein de l'équipe les informations? Alors aujourd'hui, les modes de travail ont beaucoup évolué et on le voit, on a beaucoup de SharePoint et qui sont ouverts. Alors avec bien évidemment, comme ce sont des dossiers qui sont très sensibles, on les ouvre pas à tout le monde, Bien mais sûr. on crée un groupe de travail avec des habilitations qui permettent à tous ceux qui doivent travailler sur certaines parties du dossier ou sur l'ensemble de voir tout ou partie du dossier. Ce qui permet d'avoir un travail collectif en permanence. Quand on a par exemple des écritures, on ouvre effectivement le dossier à ceux qui doivent alimenter. On organise des workshops ou des groupes de travail avec les gens qui sont mobilisés et mobilisables sur les parties du dossier. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Cette vision panoptique, elle est importante dans ces dossiers-là parce que vous ne pouvez pas travailler en silo. Alors, est-ce qu'un autre élément aussi qui est important, c'est de bien dialoguer avec les autorités, avec l'autorité de la concurrence en ce qui vous concerne? Alors, le dialogue, généralement, on l'a en amont. Le dialogue, il est d'autant plus important que quand vous êtes... Alors, vous pouvez être demandeur ou défenseur. Donc, moi, je me suis retrouvé dans les deux situations. Donc, je peux en parler avec d'autant plus de liberté. Lorsqu'on est défenseur, il ne faut pas considérer qu'on n'a pas de dialogue à avoir avec l'autorité, parce que je vous rappelle que quand il y a des griefs, il y a un espace entre la notification de grief et la décision. Et généralement, les griefs qui sont retenus à la fin ne sont pas toujours les griefs qui ont été décidés au début. Et ça, c'est pas seulement un combat, c'est aussi un effort de pédagogie et de conviction, et c'est un échange. Et il faut convaincre les services d'instruction, mais aussi le collège, que peut-être une partie des griefs ne sont pas légitimes. Et ça peut dégonfler toute une partie d'un dossier de follow-on et tout un contentieux de masse. Et ça, c'est très très important parce que le contentieux change totalement de physionomie. Si vous avez des marchés qui étaient affectés, qui ne sont plus affectés à la fin, c'est tout un pan du dossier qui tombe. Alors, je vais me tourner un peu vers l'avocate Julie pour avoir le point de vue du conseil. Comment vous appréhendez, vous, ces risques et comment anticiper ces contentieux de masse? Alors, Gabriel l'a dit, hein, c'est pas toujours facile d'anticiper ces contentieux. En tout cas, on fait une distinction entre les actions indemnitaires et les actions de groupe. Les actions indemnitaires, très franchement, on s'attend à avoir une action indemnitaire à la suite d'une décision de l'autorité de la concurrence. Donc, la façon dont on travaille, c'est très en amont. Lorsqu'on étudie le dossier antitrust devant les autorités de concurrence, eh bien, on va aussi étudier le risque d'une action indemnitaire. Voilà, on établit une sorte de cartographie des risques qu'on affine au fur et à mesure du temps. On l'affine une fois qu'on connaît la réalité des griefs, une fois que l'on a connaissance de la décision de l'autorité ou de la commission, qu'on a connaissance de sa motivation. Alors, pour se préparer, pour détecter une action indemnitaire, eh bien, on va s'attacher à plusieurs signaux. Il est plus probable d'être attaqué devant le TAE en indemnisation si, par exemple, la nature même de la pratique se prête à une indemnisation, c'est la première chose. Ensuite, si les tiers, les clients, par exemple, ou les fournisseurs ont contribué à la procédure devant l'autorité de la concurrence, alors ils peuvent contribuer comme plaignants, mais pas seulement, hein, également comme tiers. On a des clients d'industriels qui sont très, très actifs dans leur réponse aux auditions menées par l'autorité de la concurrence. On va également regarder la motivation de la décision, si elle est très, très motivée, si elle identifie une certaine typologie de clients, certaines typologies d'industriels lésés par la pratique, eh bien, ça va faciliter l'action indemnitaire. Et évidemment, on va regarder toutes les prises de parole publiques sur le sujet pour anticiper tout ça. On peut regarder aussi la concurrence, les concurrents, Bien sûr, ouais, pour voir déjà les contentieux qui ont existé sur ces questions, c'est ça? on peut regarder la concurrence, ça dépend de la typologie d'infraction qui est condamnée et puis de la typologie de victime. Des concurrents peuvent être victimes de la pratique anticoncurrentielle et effectivement saisir le TAE d'une action indemnitaire.
Alors juste pour compléter ma réponse sur les actions collectives, c'est plus compliqué. Et Pourquoi? Gabriel le disait tout à l'heure, hein, c'est que finalement, on a du mal à anticiper ce type d'action-là. Alors des actions concurrence, je vous l'ai dit, il n'y en a jamais eu. En revanche, il y a eu de mémoire 35 actions collectives, hein, qui ont été introduites en France. Alors depuis 2014, on voit bien que c'est très peu. Nous, on a accompagné une entreprise dans le cadre d'une action collective en matière de publicité trompeuse. Et ce qu'on a regardé en amont, ce qui a fait dire à notre client qu'il y avait des risques qu'il soit attaqué un jour, eh bien c'est bon alors on regarde le nombre de plaintes de consommateurs auprès du service client. Bien On sûr. va regarder l'activité des associations agréées. Certaines communiquent très largement en amont, lancent des appels publics pour collecter des données. Donc tout ça, ce sont des signaux qui nous font dire que oui, une action collective est probable. Pour autant, se préparer en amont, c'est pas toujours facile. Alors, si jamais le contentieux arrive, comment on organise la réponse juridique? Alors, quand le contentieux arrive, nous, la première étape, c'est une étape d'évaluation des risques. Évaluation des risques de manière générale. Alors, on va regarder quels sont les montants en jeu, ce type de choses. Donc, c'est une analyse assez macro du dossier. Après, pour se préparer, pour élaborer notre défense, eh bien, très classiquement, on va regarder deux types de choses. Est-ce qu'on a des arguments d'ordre procédural à faire valoir? Alors, des arguments d'ordre procédural, c'est peut-être des exceptions procédurales, une incompétence, une irrecevabilité, des D'accord. arguments liés à la prescription qui sont très importants, hein, dans ce type de Qui dossier, sont assez classiques, mais qui sont très qui importants. sont classiques, mais qui sont très importants parce que sur le fond, notamment en matière d'action indemnitaire, il y a tout un tas de présomptions qui font qu'il est plus difficile de se battre. Donc, on va aller regarder du côté des arguments procéduraux. Et sur le fond, ce qu'on va regarder en priorité, eh bien, ce sont tous les éléments liés à l'évaluation du préjudice. Et donc là, on va mettre en place un triptyque. On va travailler avec l'entreprise, donc avec notre client, et avec un économiste. Et donc, il faut que client, avocat, économiste arrivent à travailler de concert. Et c'est Ah, facile, ça, de alors, travailler à 3 sur ce triptyque? c'est facile. Ce qui est pas toujours évident, c'est d'arriver à rendre ce travail collectif intelligible, parce que la finalité de tout ça, c'est pas l'harmonie entre les trois, mais c'est de convaincre le juge. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, ce travail n'a qu'une finalité, convaincre le juge de la réalité du préjudice. Et donc, il faut à la fois que l'entreprise coopère, alimente l'économiste, que l'économiste rende un travail intelligible et que l'avocat arrive à traduire tout ça pour, in fine, convaincre le juge. Donc, c'est quand même un travail De longue haleine? voilà, de longue haleine et qui est parfois, oui, difficile, en tout cas un travail absolument incontournable. Et puis, dernier élément qui est important, hein, quand on travaille ce type de dossier-là, c'est que oui, on se prépare j'allais dire, à la bagarre. Voilà, on est au Bien contentieux et sûr. donc à convaincre le juge, mais avec toujours en tête la possibilité de négocier. Et donc, C'est important d'avoir cette possibilité de transiger? c'est très important. C'est très important parce que ce sont des contentieux de longue haleine, ce sont des contentieux complexes, l'aléa judiciaire est ce qu'il est, et donc parfois, ben, il vaut mieux négocier. Il Oui, vaut, puis il y a le coût aussi. il y a le coût du contentieux et puis il y a l'aspect réputationnel aussi. Et donc, il vaut mieux parfois transiger ce type de dossier-là qu'aller au bout. Donc Une oui, bonne c'est transaction vaut mieux qu'un mauvais procès? exactement l'adage voilà, est tout à fait d'actualité dans ce domaine. Gabriel, comment ça se vit côté entreprise, cette relation avec économiste, avocat, dans le cadre de ce type de contentieux? Alors, comme je l'ai dit, le but, c'est de convaincre le juge et pas forcément que tout le monde s'entende bien en interne. L'objectif est vraiment d'épurer et de rendre lisible finalement la défense. Et ça, c'est très compliqué parce que dans des débats qui sont des débats indemnitaires, vous avez des débats très experts, très économiques. Et donc, il faut éviter le bruit entre l'économiste d'en face ou les économistes d'en face et votre propre économiste. Et donc, c'est des débats qui sont très complexes à rendre intelligibles parce on a plein de cabinets qui sont très performants tous, mais qui défendent les thèses des demandeurs Bien sûr. et de celui qui se défend ou de ceux qui se défendent. Et donc, c'est évidemment chacun défend sa thèse avec la
la même conviction. Et donc, il faut essayer de rendre les arguments les plus simples possibles, les plus intelligibles et les plus rationnels. Les plus rationnels et ça, Et ça comment on fait? ça passe par déjà le fait que on ne laisse pas, on ne délègue pas à l'expertise aux experts. Il faut aussi se mettre dans la peau du juge. Il faut aussi se mettre à la fois dans la peau d'un joueur, mais d'un spectateur en permanence. Et donc écouter les arguments, voir si on est convaincu et si on pense que sur la base des éléments tangibles dont on dispose, tout ça est cohérent. Parce qu'il n'y a rien de pire dans ce type de contentieux que d'être pris en flagrant délit de raconter n'importe quoi. Bien Parce que sûr. ça, c'est très facile. Vous pouvez défendre une thèse extrêmement savante. Dans ces contentieux, qui sont des contentieux notamment de follow-on, il y a des choses qui sont très simples. Hein. Il y a une faute, il y a un lien de causalité et il y a le fait que vous avez été individuellement impacté. Si vous êtes une entreprise qui fait plus de 500% de bénéfices pendant la période des pratiques, ça va être compliqué quand même d'expliquer que vous avez été particulièrement touché. On peut avoir ce type de débat. C'est Et en pour tout ça cas, que la gestion de la preuve est importante justement elle est pour importante. accréditer sa thèse. Et c'est très compliqué parce qu'on parle de marchés qui parfois ont été affectés il y a 10 ans. Et donc, vous n'avez pas forcément l'idée que vous allez garder tous les éléments du marché de l'époque, des marchés, des discussions. C'est valable pour le demandeur comme pour celui qui se défend. Hein. Je ne dis pas que la question ne se pose que pour celui qui se défend. Elle se pose pour tout le monde. Et c'est très compliqué parce que les débats judiciaires sont déplacés dans le temps par rapport aux faits. Alors, on va venir avec vous, Alexandre, sur la question du financement pour aller plus loin. Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Alors, le mécanisme du tiers financement, il est assez simple. Le principe, c'est que le financeur va prendre en charge tous les frais qui sont liés au contentieux. Et en échange de cette prise en charge, il touchera une partie des dommages et intérêts de ses clients financés en cas de succès du contentieux. Si le contentieux est perdu, à ce moment-là, le tiers financeur perd son investissement. Donc, Le pourcentage, il y a des fourchettes. alors, en pratique de marché, on va être entre 10 et 30% et le pourcentage va évoluer en fonction de la durée du contentieux. Donc, plus le contentieux dure longtemps, plus le pourcentage augmente. D'accord. Donc, voilà, la façon dont comment dire, le principe du financement de contentieux fonctionne. Et j'ajouterais peut-être le rôle du financeur dans ce type de contentieux. Donc, comme je le disais, nous, on intervient toujours un petit peu après dans les cas de follow-on où on va arriver une fois que la décision de l'autorité de la concurrence est devenue définitive. Quand c'est des actions de masse, là, en revanche, on va être là dès le début. Mais le rôle du financeur, ça va être aussi de faire ce rôle un petit peu comment dire, on va faire un audit, nous, du dossier, puisqu'effectivement, on ne finance pas tous les contentieux qu'on nous propose. En général, on est plutôt autour d'un taux de sélectivité de 10%. Donc, pour un dossier financé, on va en voir une dizaine. Et donc, en fait, ce qu'expliquait Gabriel, par exemple, de regarder dans une action de masse d'où viennent les demandeurs, voir si la classe de demandeurs, elle est légitime et homogène. Ça, c'est un travail qu'on va faire, nous, en amont. Et donc, je pense que un des points positifs, on va dire, du financement de contentieux, c'est aussi de permettre d'avoir des dossiers qui vont arriver devant les juridictions en étant mieux structurés, mieux préparés, en essayant d'éviter justement des passagers clandestins ou des dossiers qui ne devraient pas se présenter devant les juridictions. Et ça, c'est l'apport du financement de contentieux sur ce type de contentieux. Aujourd'hui, vous financez quel type de contentieux de masse? Je veux dire, dans quel secteur? Alors, les secteurs, ils sont assez variés, puisqu'on a à la fois des contentieux dans le domaine de l'automobile, dans le domaine des télécoms, on a beaucoup de choses dans le domaine des données personnelles, donc avec le RGPD. Et au niveau des juridictions, là, c'est un petit peu de la même façon, c'est assez éclaté en Europe. On est à la fois en Espagne, au Portugal, je l'ai mentionné tout à l'heure, les Pays-Bas, sur les actions collectives, qui est vraiment qui est la juridiction leader là, en ce moment en Europe. En France, on est un peu à la traîne? En France, on est à la traîne, même si je pense qu'il y a une vraie volonté de rattraper un petit peu ce retard. Et à la fois du côté des juridictions qui commencent à avoir de plus en plus l'habitude en fait, de traiter ces sujets, ça c'est un premier point. Du côté aussi des avocats, je pense qu'il y a de plus en plus de réflexe de considérer ces actions avec leurs clients. Donc, on est sur un développement qui est, à mon avis, positif, mais qui, effectivement, par rapport à d'autres juridictions, est un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour s'assurer d'un bon financement d'un contentieux? Alors,
Effectivement, on peut s'inspirer un petit peu des différentes, de ce qui se fait un petit peu à l'étranger et où ils sont un petit peu en avance. Je pense que le premier point, c'est de prendre un financeur qui a pignon sur rue, c'est-à-dire un financeur qui est bien établi, pas aller avec, une personne privée qui voudrait, faire un coup d'essai, voilà. Donc aller sur des financeurs Les gens qui ont l'habitude de faire ce genre qui de ont de choses. l'expérience exactement et qui le mieux étant d'avoir des financeurs qui ont des agréments de la part des autorités, financières de leur pays. L'AMF, par exemple, nous chez Iveco, on a un agrément de l'AMF, pour notre activité. Donc voilà, avoir des partenaires qui ont pignon sur rue, je pense que c'est quelque chose d'important. Et pour prendre l'exemple, voilà, du mécanisme néerlandais, je pense que dans les class actions, il y a quelque chose qui est très positif, c'est que le contrat de financement qui est passé avec la fondation, qui représente du coup la classe, de demandeurs, il est revu par le juge qui est en charge de la procédure et ça permet en fait d'avoir un garde-fou qui est là pour, voilà, s'assurer que les intérêts de tout le monde sont respectés et ça évite aussi des débats, qui pourraient être dilatoires devant les juridictions où, certains défendeurs, pourraient avoir comme idée de vouloir contester la validité du financement et je pense que le fait que ce soit purgé en amont par le juge qui est en charge de la procédure, ça permet de faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Alors Julie, on a évoqué cette question du financement à l'instant. Est-ce que le financement peut influencer la stratégie contentieuse? Alors la stratégie contentieuse, oui, bien sûr, ça peut influer sur la stratégie contentieuse. Alors déjà, on demande, eh ben, ça peut être un déclencheur hein, qui va faire que le demandeur va s'engager dans une action. Donc, et on le voit, hein, c'est ce que disait Alexandre, les juridictions dans lesquelles ce type de contentieux est développé sont celles dans lesquelles le financement par des tiers est également le plus développé. Alors après, ça peut aussi influencer la stratégie en défense. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, et Alexandre le relevait aussi, c'est-à-dire que pour ce financement n'est obtenu que si le dossier est solide. Le dossier est étudié en amont. Et donc, quand on est en défense et que l'on sait par un moyen ou un autre que le dossier est financé, c'est quand même un indicateur de la solidité du dossier. Et donc ça peut inciter à une solution amiable. Voilà. Donc oui, ça peut influer, tout à fait. Et vous, comment vous préconisez d'aller au contentieux ou pas? C'est quoi le curseur qui fait qu'on va décider plutôt de transiger ou plutôt d'aller au contentieux? Alors, il y a plusieurs paramètres, vraiment. Je pense que, et Gabriel l'a plus ou moins dit tout à l'heure, il faut éviter les demandes fantasques dans ce type de contentieux. Il n'y a rien de pire que d'être démasqué en cours de contentieux parce que l'évaluation du préjudice n'est pas sérieuse. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, le point le plus important, c'est évaluer sérieusement en amont la solidité du dossier, la solidité des prétentions. Si le dossier est sérieux et qu'on est par exemple en follow-on action, eh bien oui, il faut poursuivre le contentieux, mais pour autant envisager en même temps une solution négociée. Et après, l'arbitrage, il se fait en fonction de tout un tas d'éléments que l'avocat ne maîtrise pas forcément parce que l'entreprise va prendre en considération plusieurs choses. Peut-être que elle va vouloir, alors si c'est un contentieux avec des clients, par exemple, peut-être qu'elle va vouloir préserver de bonnes relations plutôt qu'aller au bout d'un contentieux de longue haleine qui va abîmer cette relation, l'endommager de Donc c'est manière important le totalement. contexte. Voilà, le contexte est important, l'aspect réputationnel est important. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on va décider ou pas de transiger. Et bien évidemment, il y a les conditions de l'accord, les conditions de la transaction. Qu'est-ce qu'on obtient dans une transaction? Une transaction, ce sont des renoncements réciproques. Et donc, est-ce que c'est un bon accord ou pas? Voilà. Il y a aussi un aspect psychologique qui est important hein, dans ce type de dossier. Voilà, il faut déterminer jusqu'où on veut aller, à quel moment on accepte de lâcher. Donc, c'est tout un tas d'éléments qui sont pris en considération pour se décider. Alors Gabriel, j'aimerais revenir sur l'aspect réputation de l'entreprise, atteinte à l'image de l'entreprise. Comment on fait pour gérer vraiment ce type de contentieux quand c'est médiatisé largement dans la presse? Est-ce qu'il faut réagir tout de suite ou est-ce qu'il faut se donner le temps d'avoir les bons arguments? Comment on fait? Alors,
Quand c'est un contentieux concurrence, on sait qu'il va arriver, et il faut quand même avoir une stratégie de réponse. Alors, l'idée n'est pas de commenter, pour commenter parce que, vous ajoutez du bruit au bruit et puis, globalement, on entend assez peu de choses quand un condamné, s'exprime. On entend juste qu'il est condamné, même s'il s'exprime et même s'il s'exprime avec des éléments qui sont à décharge. Donc c'est compliqué quand vous êtes celui qui, doit se défendre d'avoir cette prise de parole. Il faut qu'elle soit mesurée, il faut qu'il y ait des arguments intelligibles qui peuvent être des arguments, soit, d'assumer un passé, compliqué et en expliquant qu'il était très lointain et il renvoie à des choses qui n'existent plus généralement on parle de faits qui peuvent avoir, 10-15 ans et donc c'est quelque chose qu'une entreprise peut assumer en disant, «Oui, peut-être que, c'est des choses qui ont pu se passer. Nous n'estimons pas qu'ils ont eu cette ampleur, mais pour autant, on n'estime pas qu'il s'est rien passé et on estime qu'aujourd'hui, Et depuis, nous peut-être, on a sommes devenus avancé, on a fait d'autres choses. un acteur vertueux». Il ne faut pas forcément avoir peur de ce genre de discours. C'est quelque chose qui doit se mesurer. Évidemment, vous êtes dans un environnement, indemnitaire, donc vous n'allez pas dire: «Oui, oui, je suis un condamné en habit de lumière, Bien je sûr. vais sortir le carnet de chèques». C'est pas ça. Là encore, il faut avoir un discours qui soit intelligible, ne serait-ce que parce que, il faut pas l'oublier, Julie le rappelait, il y a des clients. Il y a des demandeurs qui peuvent aussi être votre partenaire. Donc à un moment, il ne faut pas non plus insulter les situations. Et donc, si vous êtes condamné et que vous êtes condamné de manière avérée, la question c'est est-ce que il y a eu des dommages à l'économie. Et donc c'est là où il faut positionner le débat. Mais vous serez jamais intelligible sur l'indemnitaire. Donc la seule chose que les gens vont retenir, c'est la faute. Là où la prise de parole, elle devient importante, c'est quand vous estimez que la décision, elle est critiquable, que vous la critiquez, que vous l'attaquez. Et là, c'est un peu problématique parce qu'il y a un peu ce qu'on appelle la loi de Brandolini, qui est que si vous gagnez à la fin, peu de gens s'en rappelleront. C'est-à-dire tout le monde se rappellera que vous avez été condamné, peu de Bien gens sûr. sauront que vous avez été blanchi. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est compliqué. Et donc, c'est un élément important parce que sinon, vous avez la petite musique en permanente que Bien vous sûr. êtes un délinquant et qui revient, qui revient, qui revient. Et même si à la fin, vous êtes blanchi, c'est très compliqué. Et globalement, tous les acteurs qui ont été condamnés à un moment ou à un autre, il y a un peu cette double peine. Le droit de l'oubli n'existe pas ou peu de manière médiatique. Alors, et le rôle du directeur juridique dans tout ça, quelle est sa place? C'est fournir des éléments à la direction de la communication? Comment on fait aussi des échanges avec votre avocat? Comment Alors, ça se passe? Alors, dans une entreprise ça dépend déjà du niveau d'expertise. Si on parle de la concurrence et qu'il y a une direction concurrence, elle va être impliquée, évidemment, dans la gestion de la communication parce que c'est elle qui a le savoir sur la procédure. Et évidemment, elle va préparer des éléments de langage avec la direction de la communication. Donc, on n'attend pas que le ciel nous tombe sur la tête pour réagir, surtout si on sait qu'une décision arrive ou si on sait qu'il va y avoir un effet médiatique sur une décision concurrence. Lorsque c'est des actions collectives qu'on ne peut pas détecter, là, on les découvre comme tout le monde au fur et à mesure. Pour ce qui est des actions qu'on l'on peut anticiper, il y a des éléments de langage, on est toujours mesuré parce que là encore, vous vivez devant les juridictions. S'il y a des appels, vous ne pouvez pas non plus venir expliquer aux juridictions qu'elles ont tort, qu'elles ont eu tort, ou à l'autorité Donc, il faut qu'elle a être tort. mesuré. Il faut être mesuré, il faut être rationnel, et puis il y a très peu de choses qui sont entendues et entendables. Et donc il faut là aussi faire attention. Et puis il y a aussi des effets qui sont, quand vous êtes une société cotée, il faut faire attention à ce que vous racontez. Parce que Il y a des effets après. il y a des effets. Et donc tout ça est évidemment important et maîtrisé, ce qui fait que la direction juridique est évidemment embarquée dans la communication, mais elle n'est pas le seul acteur de la communication. Julie, est-ce que la transaction peut être aussi un moyen de limiter le bad buzz? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que la transaction, ça va permettre de contrôler un narratif. Donc, dans le cadre de la transaction, encore une fois, la transaction, c'est tout simplement un accord hein, avec le plaignant. On peut se mettre d'accord sur les éléments de communication et généralement, on se met d'accord pour ne pas communiquer. Et donc, ça, voilà. Ça cadre les choses, Ça limite cadre les d'arrêter choses, c'est souvent l'intérêt principal de la transaction parce qu'on sait que s'exposer à un jugement, on connaît la motivation des jugements du TAE, je pense que personne ne va me contredire. Il y a une grande amélioration, mais malgré tout, parfois, on peut avoir des considérants qui sont extrêmement dommageables pour l'entreprise. Donc oui, la transaction a cette vertu-là,
contrôler plus ou moins le narratif et garder la main sur la communication. Alors, on sait qu'il y a un mouvement aussi des pouvoirs publics pour encourager justement la médiation, la Ouais. conciliation. Est-ce que les juridictions encouragent ce type de solution aussi? Oui, elles encouragent ce type de solution. Alors, il n'y a pas que les juridictions, il y a une nouvelle contribution à la justice économique hein, qui a été mise en place. Elle a été mise en place, c'est une contribution qui peut aller jusqu'à 100 000 euros et qui s'applique aux entreprises de plus de 250 salariés de mémoire et pour des prétentions qui vont au-delà de 50 000 euros. Donc, c'est une contribution qui très vraisemblablement va s'appliquer dans de nombreuses actions indemnitaires. Et donc cette contribution-là, je la mentionne pourquoi? Parce qu'elle est remboursée, en cas de transaction et donc on voit qu'il y a une D'accord. véritable volonté, des pouvoirs publics de rationaliser, les actions devant le tribunal devant le TAE, le tribunal des activités économiques. Pourquoi? Pour éviter les demandes fantasques, désengorger les tribunaux, responsabiliser les justiciables, mais cette contribution est, remboursée en cas de solution, négociée. Autre élément, alors là, qui concerne vraiment les juridictions, il y a un nouveau protocole qui a été mis en place par le TAE qui prévoit d'aider les entreprises à transiger. Enfin voilà, il y a vraiment un appel à désengorger les tribunaux, si bien que oui, il y a une forme de soutien, on peut dire ça comme ça. Peut-être juste pour Je vous en ajouter prie, quelque chose Alexandre. sur la transaction, je pense que pour faire le lien avec ce que disait Gabriel en tout début d'émission sur l'arrêt de la Cour de cassation qui concernait Volkswagen sur le Dieselgate, la situation du Dieselgate, il est assez intéressant parce qu'on a eu exactement les mêmes comportements de l'entreprise aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, même s'il y a un cadre législatif qui est un petit peu différent, il y a eu une transaction qui a été faite avec le gouvernement américain et avec les représentants des class actions qui étaient en train de se monter. Je crois que ça a duré 6 mois, hein, quelque chose comme ça. Alors, certes, Volkswagen a dû payer 15 milliards pour à peine, je crois, 300 000 véhicules qui étaient en circulation à ce moment-là aux États-Unis. Mais, in fine, ils ont contrôlé à la fois le temps de l'action, puisqu'aujourd'hui, bah, c'est terminé. Le narratif, je pense qu'aux États-Unis, c'est plus vraiment un sujet, tout du moins j'imagine. Alors qu'aujourd'hui, bah, effectivement, on est 10 ans après. Vous avez une solution de la Cour de cassation qui vient de tomber. Je crois qu'il y a aussi en Autriche une solution dans la même veine qui avait été rendue il y a 1 ou 2 ans. Et donc Volkswagen, aujourd'hui, est encore en Europe concerné par ces contentieux, alors qu'ils auraient pu, de la même façon qu'aux États-Unis, transiger et mettre un terme à tout ça si on avait eu en Europe un système qui leur aurait permis de pouvoir faire une transaction avec des systèmes d'opt-out comme aux États-Unis. Malheureusement, ce qu'on n'avait pas à l'époque et ce qu'on n'a encore pas aujourd'hui dans toutes les juridictions européennes. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce que font d'autres pays, les États-Unis? Vous avez parlé tout à l'heure des Pays-Bas pour une meilleure appréhension de ce type de Ouais, je contentieux. pense qu'effectivement, sur un des vrais points sur lequel on pourrait faire un gros effort, c'est le fait de passer à l'opt-out et sortir de notre mécanisme d'opt-in. Ça donnerait beaucoup plus de force aux actions collectives, mais ça permettrait aussi aux entreprises de considérer de manière plus sérieuse, j'allais dire, les transactions, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, et je le comprends, moi, du côté de l'entreprise en défense, c'est que quand vous allez faire une transaction avec un demandeur ou avec un groupe de demandeurs, il n'y a aucune garantie que vous n'ayez pas un autre groupe de demandeurs qui va former une nouvelle action derrière. Il n'y a pas de possibilité en fait de tenir toutes les personnes qui sont potentiellement victimes du cartel ou de l'entente. Et donc c'est compliqué de s'engager avec un groupe en se disant que peut-être derrière, ça va être, en réalité, ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres demandes qui vont se succéder. Donc effectivement, je pense que déjà, si on arrivait à passer sur un système d'opt-out, ça serait une grande avancée pour le mécanisme des actions collectives en France. Julie, vous vouliez ajouter un élément? Non, mais oui, pour rebondir sur ce que disait Alexandre et sur les difficultés qu'il peut y avoir aussi à transiger, parce que c'est pas si simple de transiger dans des configurations dans lesquelles le défendeur a affaire à plusieurs plaignants qui ont des intérêts différents, qui ont des stratégies différentes. Donc, déjà, il y a un problème de coordination de la défense, de mettre de la cohérence dans la défense, alors même que les actions sont individuelles. Donc, ça, c'est le premier point.
Et ensuite, le défendeur doit aussi être cohérent ou tenir compte, à minima, de ce que font les autres défendeurs, notamment dans les cas d'action indemnitaire à la suite d'un cartel. Et donc, tout ça va complexifier le schéma. Si on donne un exemple, on peut parler du cartel des camions, hein, qui a donné lieu à de nombreuses actions indemnitaires. Donc, des milliers d'actions indemnitaires dans plus de 10 juridictions en Europe, avec 5 entreprises en défense. Et donc, on voit bien là toute la difficulté qu'il peut y avoir à se coordonner et à envisager une transaction, puisqu'effectivement, si on transige dans un pays, ça n'éteint pas forcément ça n'éteint pas les actions dans les autres. Si on transige avec une certaine typologie de victimes, bah, il va rester. Donc tout ça doit être appréhendé, et transiger, c'est pas si simple que ça dans des contentieux de grande ampleur. Et c'est comment on peut apporter de la cohérence, comme vous dites? Bah, la cohérence, ça va être il faut qu'il y ait un tronc commun dans la défense, que les arguments principaux soient les mêmes, que voilà. Alors on va aussi, dans ce type de dossier, essayer d'identifier les divergences entre les argumentations des demandeurs. C'est-à-dire qu'on va essayer de désolidariser les uns et les autres pour en tirer des arguments. Et puis, oui, bah, la cohérence, ça va être, elle va devoir être définie dans le cadre d'une stratégie globale, une fois que l'on a une vision panoramique de toutes les actions en cours. Et puis, tout ça, ça s'affine au fur et à mesure du temps, puisqu'on voit certains arguments qui sont avancés par les uns, pas par les autres, etc. Mais il faut une ligne de conduite. Un socle global, c'est ça? Exactement, un socle global dont on ne doit pas dévier, sinon à la fin, c'est trop compliqué. Il peut y avoir on peut regarder effectivement la manière de transiger, mais quand vous avez plusieurs acteurs, il faut déjà réserver la transaction à une typologie d'acteurs sur lesquels vous croyez qu'il y a potentiellement matière à transiger, parce que sinon, ça veut dire que c'est la prime à tout demandeur, et il faut quand même avoir une stratégie claire. Et après, il faut rationaliser, c'est-à-dire que là aussi, vous ne pouvez pas avoir des écarts monstrueux entre un type de demandeur et un autre type de demandeur, au moins pour l'interne. Quand vous êtes une société cotée, vous avez des comptes à rendre aussi sur ce que vous faites. Et par ailleurs, quand vous êtes des sociétés qui sont cotées, les litiges d'importance, ils sont visibles. Et donc, si vous les transigez, bah, ils disparaissent, les litiges visibles. Donc, tout le monde a vu que vous avez transigé un litige. Donc, c'est aussi un signal que vous donnez à l'ensemble des acteurs du marché. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut le faire de manière très rationnelle. C'est pas juste, je veux éteindre les contentieux pour plus en entendre parler. On va conclure là-dessus ce débat et on enchaîne tout de suite avec notre cas pratique. On commence tout de suite notre cas pratique et on va se poser dans le cas d'un recours collectif contre un opérateur dans le domaine de l'énergie pour pratiques anticoncurrentielles. Et je vais commencer avec vous, Gabriel. Si vous étiez dans la peau d'une entreprise dans le secteur de l'énergie, quelles seraient les premières étapes à enclencher dans ce cas de figure? Déjà, si vous avez été mis en cause pour des raisons concurrentielles, il faut bien regarder ce sur quoi le périmètre sur lequel vous avez été mis en cause. C'est la base. C'est-à-dire que d'abord, c'est quel est le socle sur lequel vous avez à vous défendre pour évaluer l'impact. Et c'est un double impact. C'est l'impact de la procédure que vous allez avoir, et puis potentiellement le risque financier qui immédiatement va devoir être évalué, au moins pour l'interne, parce que c'est là aussi quelque chose qui est au sein d'une entreprise. Quand vous avez des contentieux de ce type-là, c'est des contentieux exceptionnels, qui sont massifs par leur ampleur en termes de mobilisation de ressources, mais massifs aussi sur les conséquences financières pour l'entreprise. Et donc immédiatement, l'interne, si vous avez un actionnaire étatique, si vous êtes une société par exemple dans l'électricité, peut-être qu'on va vous demander des comptes aussi sur ce sujet-là. Donc ça va être le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que vous allez regarder la manière dont vous allez vous organiser, c'est-à-dire vous allez identifier les griefs, qu'est-ce qui vous est reproché, et immédiatement commencer à bâtir une stratégie avec une équipe. Si vous êtes dans le domaine de l'électricité, bah, vous allez un peu benchmarker ce qui s'est fait à l'étranger, est-ce qu'il y a eu d'autres cas. Immédiatement, le réflexe, c'est ça, c'est-à-dire s'il y a eu d'autres cas à l'étranger, quelle a été la réaction, quelle a été la défense, et puis quelles ont été potentiellement les condamnations. Et ça, c'est un élément essentiel du début. Et après, il y a toute l'organisation. Et là, vous organisez le travail, c'est un marathon. Donc il faut... Pourquoi c'est un marathon? Parce que vous savez que vous allez vivre
avec ce dossier-là pendant de longues années. Et donc, on ne s'organise pas de la même manière pour un 100 mètres que pour un marathon. Et donc, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie sur le long terme. C'est des ressources, des experts, des financements, des experts qui sont économiques, juridiques. Et donc, vous allez constituer une team. Et comment on mobilise cette team alors? Eh ben, déjà, quand vous êtes dans un secteur, vous allez chercher des experts qui connaissent ce secteur-là. C'est toujours mieux, en tout cas, c'est pas obligé, mais il y a un effet d'apprentissage dans les secteurs. Donc, c'est toujours quand vous êtes dans des secteurs très techniques, généralement, vous allez vous tourner vers des gens avec qui vous avez l'habitude, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Ça ne veut pas dire que c'est un interlocuteur en particulier. Il y a des acteurs dans les avocats qui connaissent mieux le domaine de l'énergie. Donc, vous allez sans doute aller voir ces gens-là. Les économistes, certains ont fait beaucoup de dossiers, compris en merger, par exemple, sur l'énergie. Donc, vous allez essayer d'aller chercher des gens qui connaissent ces secteurs-là, en tout cas pour essayer de bâtir un argumentaire, et puis parce qu'ils ont une légitimité. Ils ont une légitimité dont vous allez vous servir aussi, et ça, c'est important. Et donc, vous allez constituer cette team-là. Et à partir de là, vous allez commencer à échafauder une stratégie, et puis commencer à analyser les données, établir des rapports, et ça prend beaucoup de temps. Et aussi le risque réputationnel. Alors, le risque réputationnel, il est à la première seconde. C'est-à-dire que en plus, si vous êtes une entreprise dont l'activité, comme c'est le cas de l'énergie, affecte toutes les personnes, vous avez vous êtes sous le regard de la société. D'un grand nombre de personnes. Et même si la pratique a affecté plutôt des concurrents, vous avez des consommateurs au final. Et donc, ils se disent, c'est terrible, moi, j'ai peut-être payé trop cher mon électricité, c'était pas normal, etc. Et donc, vous avez potentiellement un sujet d'image. Et donc, là, vous allez devoir gérer ce sujet d'image très, très rapidement. Soit en désamorçant, soit en assumant, mais en minimisant. Mais en tout cas, vous allez devoir prendre position sans préempter non plus le débat indemnitaire qui arrive. Et ça, c'est toujours la difficulté parce que vos prises de parole, elles sont scrutées, analysées et elles vous sont renvoyées dans le contentieux. Et donc ça, c'est un élément très, très important. Alors Julie, imaginons que Gabriel fasse appel à votre cabinet d'avocats. Quels sont les leviers de défense possibles dans ce cas de figure? Écoutez, déjà, Gabriel a dit beaucoup de choses. C'est un marathon, donc on se prépare à une bataille de longue haleine avec le client et avec les économistes. C'est un point important. Et la façon dont on se défend, dont on prépare la défense, elle est très différente selon qu'on est en matière indemnitaire ou en matière d'action de groupe. Pourquoi c'est différent? Alors, en matière indemnitaire, c'est tout simplement une action en responsabilité civile classique. Donc, il y a 3 paramètres à prendre en considération: la faute, le préjudice et le lien de causalité. Alors, on ne se défend pas comme dans tous les dossiers classiques en matière indemnitaire. Pourquoi? Parce qu'on a une directive qui établit des présomptions, c'est-à-dire qui facilite la tâche aux demandeurs. Donc, lorsque la directive est applicable et que une décision a sanctionné de manière définitive le client, la faute est présumée. Donc là, le travail de défense, ça va être d'essayer de regarder dans quelle mesure les pratiques qui sont alléguées par le demandeur ne correspondent pas exactement à la faute qui a été sanctionnée. Et donc, pour essayer de sortir de la présomption et dire ce que vous nous reprochez là, ce n'est pas exactement ce qui a été sanctionné par l'autorité de la concurrence. Donc là, vous ne pouvez pas faire jouer une présomption. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le préjudice, effectivement, il faut arriver à montrer que le préjudice allégué n'est pas le préjudice réel. Et la tâche va être complexifiée par une présomption de répercussion du surcoût. En fait, le client... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous expliquer ça. Le plaignant dit, voilà, moi j'ai un préjudice de temps. Ce préjudice, il est lié au prix que vous m'avez, je schématise, mais que vous m'avez appliqué, qui était surévalué parce que vous êtes parti à une pratique anticoncurrentielle. Donc moi, j'ai surpayé certaines prestations et donc sur cette base, voilà mon préjudice. Eh bien, toute la question est de savoir si ce surcoût qui a été payé par la victime a été répercuté ou pas au propre client de la victime. C'est-à-dire que l'enjeu pour le défendeur, ça va être de montrer que non, ce préjudice que vous alléguez, vous ne l'avez pas subi puisque vous-même, vous avez répercuté le surcoût à vos propres clients. Donc ça, c'est un enjeu difficile parce que ça implique de comprendre
comment le plaignant a constitué son prix et d'avoir accès à des données. Donc, c'est une partie difficile. Et le dernier élément, c'est le lien de causalité. C'est de dire au plaignant, OK, vous alléguez tel préjudice, vous avez été dans une situation difficile, mais ça n'est pas en lien avec les pratiques que moi j'ai mises en œuvre. La situation que vous dénoncez, le préjudice que vous dénoncez, en fait, il est lié à tout un tas de facteurs exogènes. Ça va être lié à votre propre comportement. Peut-être que votre politique commerciale, elle n'est pas si bonne que ça, et c'est ce qui a fait que vous avez subi un préjudice. Ça peut être lié à des conditions de marché qui ne sont pas du tout en lien avec les pratiques. Donc voilà, essayez de détricoter ce lien de causalité. D'accord. Donc ça, c'est pour les actions indemnitaires. Et en matière d'action de groupe, c'est un peu différent. On va challenger la constitution du groupe, essayer de montrer que les consommateurs ou les entreprises, puisque maintenant les entreprises peuvent intenter une action de groupe, ne sont pas dans une situation similaire. Voilà. Et enfin, sur la question de financement, comment on agit dans ce cas de figure? Alors, un petit peu, on va aller à rebours en fait de ce qui est fait en défense, c'est-à-dire que nous, le cabinet avec les demandeurs vont venir nous solliciter pour un financement. On va faire une analyse en interne de la solidité des arguments juridiques. On va regarder aussi de manière très importante la solvabilité du défendeur, parce que si on voit que le défendeur a des problèmes de solvabilité, c'est des dossiers qu'on n'accompagnera pas. Et donc, si on trouve qu'à la fois les arguments qui sont amenés par le cabinet semblent solides, que si on est dans une action de groupe, si la classe semble effectivement homogène, qu'il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, qu'au niveau du préjudice, le préjudice qui est réclamé, il semble établi, qu'on n'a pas de problème justement de passage du surcoût à d'autres entités, etc. À ce moment-là, on va pouvoir accompagner le cabinet et les demandeurs dans le contentieux et espérer gagner au bout. Au-delà de ces éléments que vous venez d'indiquer, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous prenez en compte dans ce cas de figure, et des éléments contextuels aussi? Les éléments contextuels qu'on va regarder, ce que je vous disais, c'était on va regarder aussi dans quel pays on va aller faire exécuter la décision. Donc ça, tout dépend si on est sur un type de contentieux international Faire ou du pas. forum shopping? Non, pas du forum shopping, simplement voir parce qu'un des éléments qui est important pour un financeur de contentieux, c'est la durée en fait du contentieux. C'est un élément qui est très important. Et si vous êtes devant des juridictions où vous savez que le contentieux va durer, mettons, 4 ou 5 ans, c'est une durée qui est acceptable. Mais si le défendeur a ses biens qui sont situés dans un pays tiers et où là, vous savez que pour faire exécuter votre décision, il va peut-être vous falloir 3 ou 4 ans de plus, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué de réussir à mettre en place un plan de financement. Donc, c'est pas du forum shopping, c'est simplement l'évaluation en fait, du temps qu'il faudra pour aller récupérer les sommes qui sont dues. On va conclure là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.